J'avais 17 ans, j'étais à genoux dans le salon, griffant ma gorge alors que mes poumons se bloquaient, ma ventoline de secours se trouvait à 1 mètre de là, dans la main de ma petite sœur. Chloé restait là, à me regarder halter, à observer ma poitrine se soulever violemment, à regarder mes ongles racler la moquette alors que je rampais vers elle, puis elle a souri et a murmuré « Crève, pauvre nulle ». Mes parents étaient assis sur le canapé derrière elle, ma mère a levé les yeux de son magazine Madame Figaro, mon père n'a même pas mis la télévision sur pause, personne n'a bougé. Je me suis traînée sur ce sol, la vision trouble, et j'ai trouvé mon inhalateur de secours au fond de mon sac de cours, je me suis sauvé la vie ce jour-là pendant que ma famille me regardait comme si j'étais un simple désagrément interrompant leur soirée télé. C'était il y a 19 ans. J'ai enterré ce souvenir, j'ai déménagé, j'ai construit une vie où je pouvais enfin respirer, mais le mois dernier, j'ai reçu une citation à comparaître par huissier, et hier, quand la juge a dit « Avant de poursuivre, examinons la preuve vidéo soumise par la défense », le visage de ma sœur est devenu livide, elle s'est mise à hurler, ma mère s'est effondrée sur le banc. Avez-vous déjà attendu 19 ans pour un seul moment de vérité? Je m'appelle Camille Dubois, j'ai 36 ans et je dirige une entreprise de technologie médicale à Lyon, une affaire que j'ai bâtie à partir de rien, une vie que j'ai créée entièrement seule. Ma famille ne sait rien de tout cela, pour eux, je suis toujours la fille invisible, celle qui ne valait pas la peine d'être rappelée. Ce moment dans la salle d'audience, voir le visage de ma sœur se décomposer, voir ma mère s'affaisser, ce n'est pas arrivé par hasard, tout a commencé 3 semaines plus tôt, lors d'un mardi soir ordinaire, quand j'ai ouvert une enveloppe qui allait défaire 19 années de mensonges soigneusement construits. L'adresse de l'expéditeur indiquait le tribunal judiciaire de Nanterre, à l'intérieur se trouvait une convocation exigeant mon témoignage dans l'affaire opposant Chloé Dubois-Leroy à Sarah Martin. Ma sœur poursuivait quelqu'un pour diffamation publique. Je ne connaissais pas Sarah Martin, je ne savais pas pourquoi le procès de Chloé m'impliquerait, mais je savais une chose avec une certitude absolue, après 3 ans de silence total, après avoir construit une existence entière conçue pour garder ma famille à distance, la loi me forçait maintenant à rentrer dans leur orbite. J'aurais dû appeler un avocat immédiatement, j'aurais dû trouver un moyen de me faire dispenser, mais au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'ai cherché des informations sur ma sœur en ligne. Sarah Martin avait écrit un article de blog sur son expérience dans une agence de marketing à la Défense, la plupart du texte détaillait du harcèlement moral au travail, l'exclusion des réunions, le vol de ses idées, une campagne de rumeurs qui l'avait finalement poussé vers la sortie, la cruauté typique du monde de l'entreprise, mais vers la fin, un paragraphe m'a glacé le sang. Chloé Dubois a un mode opératoire qui remonte à des décennies, demandez à sa propre sœur ce qui s'est passé quand. Elle ne pouvait plus respirer, demander pourquoi sa famille a passé 19 ans à s'assurer que personne ne la croirait. J'ai lu ces mots 3 fois, mes mains tremblaient à la 2e lecture, comment cette étrangère savait-elle pour la crise d'asthme? Comment savait-elle pour les années de silence, l'isolement, la façon dont ma propre famille m'avait fait sentir folle de me souvenir de choses qu'ils insistaient n'être jamais arrivées? Et cette phrase, s'assurer que personne ne la croirait, suggérait quelque chose que j'avais toujours senti mais jamais pu prouver, que le traitement de ma famille n'était pas une négligence aléatoire ou un simple favoritisme, c'était délibéré, coordonné, conçu. Je me suis assise dans mon appartement calme, les souvenirs remontant à la surface comme des corps des profondeurs de l'eau, mon 16e anniversaire totalement oublié alors que celui de Chloé avait été célébré avec traiteur et champagne, je m'étais dit que c'était un oubli. Mais maintenant je me souvenais avoir entendu ma mère au téléphone cette semaine-là dire à ma tante de ne pas m'appeler en prétendant « Elle est difficile en ce moment, nous ne récompensons pas ce comportement ». Je n'avais pas été difficile, j'avais révisé pour mon bac blanc dans ma chambre en essayant de ne déranger personne. Ma lettre d'admission pour une grande école d'ingénieurs, arrivée déjà ouverte puis disparue du comptoir de la cuisine, j'avais dû appeler le bureau des admissions moi-même pour confirmer que j'avais été acceptée, ma mère prétendait n'en rien savoir. Ma grand-mère demandant lors d'une de nos rares visites pourquoi je ne l'appelais plus jamais, alors que j'avais appelé chaque semaine sans faute, j'ai découvert plus tard que ma mère effaçait les messages vocaux, disant à mamie Marguerite que j'étais trop occupée ou que je ne voulais pas lui parler. Ce n'étaient pas des erreurs, pas des oublis, c'était un système. J'ai pris mon téléphone pour appeler un avocat, pour trouver un moyen d'échapper au témoignage, puis je me suis arrêtée. Pendant 19 ans, ils s'étaient assurés que je n'ai aucune voix, ils avaient convaincu les proches que j'étais instable,
dit à ma grand-mère que je ne me souciais pas d'elle, effacer toute trace de preuve que j'avais jamais essayé de tendre la main, et maintenant, pour la première fois, quelqu'un en dehors de notre famille avait remarqué le schéma, quelqu'un avait gardé des traces. J'ai posé le téléphone, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché un nom auquel je n'avais pas pensé depuis des années, une vieille amie qui pourrait peut-être m'aider à récupérer quelque chose que je croyais perdu à jamais. J'avais toujours cru que j'étais simplement malchanceuse, la fille qu'on aimait moins, mais cette nuit-là, en lisant les mots d'une inconnue, j'ai réalisé que la vérité était bien pire, je n'étais pas oubliée, j'étais délibérément effacée, et quelque part, quelqu'un avait gardé la preuve. Le nom qui m'est venu à l'esprit cette nuit-là était Émilie Renard, nous avions été amies au lycée, bien que le mot amitié ne capture pas ce que nous avons traversé ensemble. En seconde, Émilie était devenue la cible d'un groupe de filles populaires qui avaient décidé de la détruire, elle répandait des rumeurs sur des choses qu'elle n'avait jamais faites, montait ses amis les plus proches contre elle et transformait chaque couloir en supplice. Au printemps, Émilie mangeait à peine, elle m'a dit des années plus tard qu'elle avait écrit une lettre d'adieu et l'avait cachée dans son tiroir de bureau, juste au cas où elle déciderait de l'utiliser. Je n'étais personne à l'époque, aucun statut social, aucune influence, rien qui rendrait mon soutien précieux pour quiconque, mais je m'asseyais avec Émilie à la cantine quand les tables se vidaient autour d'elle, je l'accompagnais en cours quand les chuchotements devenaient trop forts. Je n'avais pas le pouvoir d'arrêter ce qui se passait, mais je pouvais m'assurer qu'elle n'était pas seule dedans. Ce printemps-là, elle a passé la lettre au destructeur de documents, elle m'a dit que c'était grâce à moi. Aujourd'hui, Émilie travaillait comme experte en criminalistique numérique à Paris, elle passait ses journées à récupérer des fichiers effacés, à extraire des données de disques durs endommagés, trouvant les miettes numériques que les gens pensaient avoir balayées. Quand je l'ai appelée et expliqué ce que je cherchais, sa réponse est venue sans hésitation, elle a dit qu'elle attendait depuis 20 ans de me rendre l'appareil, elle m'a dit d'apporter tout ce que j'avais, elle a dit que nous trouverions ce qu'ils avaient enterré. J'ai apporté le seul objet que j'avais gardé de ma maison d'enfance, un DVD dans une pochette en papier étiqueté de l'écriture de Chloé, Souvenirs de famille 2006. Chloé avait été obsédée par le nouveau caméscope de notre père cette année-là, filmant tout, du petit déjeuner aux fêtes d'anniversaire. J'avais pris le DVD quand j'ai déménagé à 18 ans, bien que je n'ai jamais été capable de le regarder, une partie de moi savait ce qu'il y avait dessus, une partie de moi n'était pas prête à voir. Émilie a inséré le disque dans son équipement et a commencé à extraire les fichiers. La vidéo était là, exactement comme je m'en souvenais, et pire que ce que je m'étais autorisé à me rappeler. Les images me montraient sur le sol du salon, haletant, ma main tendue vers Chloé, sa voix sortait des haut-parleurs, jeune et froide, « Regarde-la, elle fait pitié, c'est hilarant ». La caméra restait stable sur mon visage alors que je luttais pour respirer, elle avait voulu capturer chaque instant de ma souffrance. Mais ce n'était pas ce qui a fait reculer Émilie dans sa chaise et prononcer mon nom d'une voix que je ne lui avais jamais connue. Chloé avait 14 ans quand elle a gravé ce DVD, assez vieille pour être délibérément cruelle, mais assez jeune pour être négligente avec la technologie. Elle avait utilisé le graveur de DVD de l'ordinateur familial et sélectionné des dossiers entiers à copier sans prendre la peine de vérifier le reste. Mélangés aux fichiers vidéo se trouvaient des archives de des centaines de messages entre ma mère et ma sœur s'étalant sur des années, accidentellement préservés sur un disque qui avait pris la poussière dans mon placard pendant près de 2 décennies. Émilie a ouvert le premier fil de discussion pertinent, daté de 2 jours après ma crise d'asthme. Ma mère avait écrit à Chloé, « Efface la vidéo de la caméra et ne mentionne pas les crises de Camille à mamie quand elle viendra la semaine prochaine. Nous devons nous concentrer sur ta mise en valeur. » La réponse de Chloé, déjà fait. J'ai aussi dit à mamie que Camille refusait de descendre dîner parce qu'elle faisait encore ça difficile. La réponse de ma mère, parfait, continue comme ça. On ne peut pas la laisser gâcher ta relation avec mamie, il y a trop en jeu. Trop en jeu. J'ai fait relire cette ligne 3 fois à Émilie parce que je n'arrivais pas à l'assimiler moi-même. Elle a continué à creuser. Ce qui a émergé au cours des heures suivantes n'était pas une collection d'incidents isolés, c'était une campagne systématique remontant à 19 ans, avec un motif financier clair. Ma grand-mère Marguerite était aisée, son défunt mari avait bâti une entreprise de bâtiments prospères et elle possédait des biens immobiliers valant plus de 400 000 €. Elle avait 2 petites filles. La question de l'héritage avait apparemment été tranchée bien avant sa mort, et ma mère et ma sœur avaient passé près de 2 décennies à s'assurer que la réponse soit Chloé.
Les emails révélaient leur stratégie en détail. Ma mère coachait Chloé sur la façon de paraître dévouée envers mamie tout en nourrissant Marguerite de mensonges à mon sujet. Chloé faisait son rapport après les visites, mamie a encore demandé des nouvelles de Camille. Je lui ai dit que Camille disait être trop occupée pour passer. Mamie avait l'air triste mais n'a pas insisté. Un autre email mentionnait avoir jeté une carte d'anniversaire que j'avais envoyée avant que mamie ne puisse la voir. Ma mère disait aux proches que j'avais des problèmes de santé mentale et les avertissait de ne pas encourager mon comportement en me contactant. Le message qui m'a fait quitter la pièce et rester debout dans le couloir d'Émilie pendant 10 minutes datait d'il y a 8 ans. Chloé avait écrit « Maman, mamie a dit qu'elle mettait son testament à jour le mois prochain. Est-ce que je dois mentionner que Camille n'est pas venue depuis 2 ans ?» La réponse de ma mère « Oui, et rappelle-lui que tu as fait 3 heures de route pour la voir le mois dernier. Nous devons nous assurer que la maison et les comptes te reviennent. On a travaillé trop dur pour laisser Camille gâcher ça maintenant. Elle m'avait effacé de la vie de ma grand-mère pour que Chloé puisse tout hériter. Chaque message vocal supprimé, chaque carte interceptée, chaque mensonge sur ma santé mentale avait servi un but unique. Je n'étais pas juste la fille mal aimée, j'étais un obstacle à éliminer. J'avais encore besoin de comprendre comment Sarah Martin savait tout cela. L'article de blog qui avait tout déclenché contenait des détails qu'aucun étranger n'aurait dû posséder. J'ai donc trouvé Sarah et lui et demandé de me rencontrer dans un café du centre-ville. Elle était plus jeune que je ne le pensais, peut-être la petite trentaine, avec des yeux cernés suggérant que sa bataille avec ma sœur lui avait coûté plus qu'un emploi. Elle m'a expliqué que sa grand-mère, Dorothée Martin, avait été la meilleure amie de ma grand-mère Marguerite pendant plus de 40 ans. Elle fréquentait la même paroisse, partageait le même cercle social, se confiait tout. Marguerite avait parlé à Dorothée de ses soupçons grandissants, elle pensait que ma mère empoisonnait sa relation avec moi. Elle avait été confuse quand mes appels avaient cessé, blessée quand ses tentatives de me joindre restaient sans réponse. Finalement, Marguerite avait commencé à tenir un journal, documentant chaque mensonge qu'elle surprenait de la part de ma mère et Chloé, chaque incohérence, chaque fois que quelque chose ne collait pas. Sarah m'a dit que Marguerite avait confié ce journal à Dorothée avant de mourir, avec des instructions précises, elle ne devait me le donner que lorsque je serais prête à me battre. Si cela arrivait trop tôt, ma mère trouverait un moyen de le détruire ou de me discréditer. Dorothée devait attendre qu'il y ait un moment où les preuves pourraient réellement être utilisées. Dorothée savait où j'habitais depuis 5 ans. Elle avait respecté les vœux de Marguerite et attendu. Quand le procès de Chloé contre Sarah a créé une arène juridique où la documentation compterait, où les preuves pourraient être formellement soumises et ne pourraient pas être balayées comme un simple drame familial, Dorothée a su que le moment était enfin arrivé. Ma grand-mère avait passé 12 ans à monter un dossier dont elle savait qu'elle ne verrait peut-être jamais l'aboutissement. Elle s'était battue pour moi alors même que je l'ignorais. Pendant 19 ans, j'avais cru être paranoïaque, imaginant des schémas qui n'existaient que dans mon esprit blessé, mais ma grand-mère avait tout vu. Elle avait tout noté, et avant de mourir, elle s'était assurée que les preuves me parviendraient quand je serais enfin prête à les utiliser. Elle pensait avoir enterré la vérité avec elle. Elles avaient tort. Le jour du procès est arrivé plus vite que prévu. J'avais passé 2 semaines à me préparer avec l'avocate de Sarah, examinant les documents, répétant mon témoignage jusqu'à ce que les mots soient stables dans ma bouche. Mais rien ne pouvait vraiment me préparer à entrer dans cette salle d'audience et à voir ma famille pour la première fois en 3 ans. Le tribunal judiciaire était plus calme que je ne l'avais imaginé. L'audience avait attiré une petite galerie d'observateurs. Chloé était assise à la table des plaignants dans un blazer de marque, sa posture parfaite, son expression composée en une victimisation soignée. Elle s'était habillée pour le rôle qu'elle comptait jouer, une professionnelle prospère dont la réputation avait été détruite par une ancienne employée vindicative. Son avocat brassait des papiers à côté d'elle. Ma mère était assise au premier rang, juste derrière Chloé, portant ses plus beaux vêtements, un chemisier en soie et des perles. L'image avait toujours été tout pour Patricia Dubois. Elle était là pour soutenir sa fille injustement accusée, pour présenter l'image d'une mère aimante. La performance était impeccable. Quand je suis entrée dans la salle, les yeux de Chloé m'ont trouvé immédiatement. Son expression a changé pour quelque chose que je reconnaissais après 19 ans sous le même toit, le mépris, le rejet.
Le même regard qu'elle m'avait lancé en tenant mon inhalateur juste hors de portée. Ma mère ne m'a pas reconnu du tout, son regard m'a traversé comme si je n'étais pas là, comme si j'étais invisible. L'avocate de Sarah a croisé mon regard depuis la table de la défense. Maître Weber avait 62 ans, les cheveux gris tirés en un chignon strict. Elle m'a fait un petit signe de tête. La défense était prête. La juge Collet a ouvert l'audience et j'ai été appelée à la barre. L'avocat de Chloé m'a approché avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que ce serait facile. Il a demandé s'il était vrai que j'étais brouillée avec ma famille depuis des années. J'ai confirmé. Il a demandé s'il était vrai que j'avais lutté avec des problèmes de santé mentale, que ma famille avait exprimé des inquiétudes sur ma stabilité. J'ai gardé une voix stable en répondant. Je lui ai dit qu'on m'avait dit que j'avais des problèmes mentaux, oui. Par ma mère. Dans des emails à ma grand-mère. Mais elle ne me l'avait jamais dit en face, ni suggéré que je consulte un médecin. Maître Weber s'est levé et a demandé la permission de soumettre la pièce à l'archive de mai. L'écran a affiché les messages. La salle a pu lire ma mère cochant Chloé sur les mensonges à dire à mamie. La phrase qui me hantait brillait sur l'écran, on a travaillé trop dur pour laisser Camille gâcher ça maintenant. Le visage de Chloé a commencé à se fissurer, celui de ma mère s'est vidé de son sang. Maître Weber a ensuite soumis la pièce B, la vidéo de la crise d'asthme. Un silence de mort est tombé sur la salle alors que les images passaient, une adolescente au sol, cherchant de l'air, sa sœur debout au-dessus d'elle, ricanant « crève, pauvre nul », les parents immobiles sur le canapé en arrière-plan. Plusieurs personnes dans le public ont détourné le regard de dégoût. Maître Weber a soumis la pièce C, le journal de ma grand-mère, authentifié par expert. Des passages sélectionnés sont apparus, Patricia a encore appelé, encore des mensonges sur Camille. Chloé est passée aujourd'hui, elle fouillait mon bureau. J'ai décidé de mettre mon testament à jour, Camille recevra ce qu'elle mérite. Chloé a bondi sur ses pieds, hurlant au complot, que c'était faux. La juge a rappelé à l'ordre. Ma mère s'est affaissée, son masque brisé. L'avocat de Chloé a tenté une dernière attaque, prétendant que j'étais jalouse du succès de ma sœur. Maître Weber a alors révélé mon parcours, fondatrice de MedBreeze Technologies, une entreprise que je venais de revendre pour plusieurs millions. J'ai regardé l'avocat et dit doucement, je n'ai aucune raison d'être jalouse. J'ai bâti mon succès pendant qu'elles essayaient de m'effacer. La juge m'a demandé pourquoi j'avais témoigné. J'ai touché le pendentif de ma grand-mère et répondu que j'étais là pour prouver qu'elle n'avait pas eu tort de croire en moi. Le verdict est tombé 3 jours plus tard. Chloé a perdu le procès en diffamation. La juge a statué que les déclarations de Sarah sur le harcèlement et la manipulation familiale étaient vraies. Chloé a été condamnée à payer les frais de justice de Sarah. Mais ce n'était que le début. Les preuves étant publiques, mon avocat a demandé une révision de la succession pour abus de faiblesse. La vidéo est devenue virale. Chloé a été licenciée de son poste de directrice marketing, son image était devenue toxique. Son mari a demandé le divorce après avoir vu les emails et la vidéo, réalisant qu'il ne connaissait pas la femme qu'il avait épousée. Ma mère, elle, a perdu sa réputation, ce à quoi elle tenait le plus. À l'église, le prêtre lui a demandé de se mettre en retrait, les femmes de sa paroisse la regardaient avec dégoût. Elle s'est retrouvée seule dans sa maison parfaite. 3 semaines après le procès, elle est venue frapper à ma porte, pleurant, demandant comment je pouvais faire ça à la famille. Je ne l'ai pas laissée entrer. Je lui ai dit qu'elle m'avait perdu il y a 19 ans, le jour où elle a décidé que je valais la peine d'être sacrifiée pour l'héritage de Chloé. J'ai refermé la porte. 6 mois plus tard, la révision de l'héritage a abouti. Chloé a dû rembourser 180 000 €, qui me sont revenus. J'ai utilisé cet argent pour créer le Fonds Marguerite Dubois, pour aider les victimes d'abus psychologiques familiaux à se reloger et se défendre. Mon père m'a envoyé un email, admettant sa lâcheté et son silence coupable. Je lui ai répondu que je ne le haïssais plus, mais que je ne pouvais pas oublier. C'était la seule honnêteté que nous ayons jamais partagée. Récemment, j'ai pris la parole dans un groupe de soutien. J'ai dit à ces gens brisés que la famille, ce n'est pas le sang, ce sont les gens qui vous voient. Si votre famille vous rend invisible, vous avez le droit de partir et de créer la vôtre.
Ce soir, je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert la fenêtre et respiré l'air frais de la nuit. Sur mon bureau, la photo de ma grand-mère me souriait. À côté, son journal ouvert à la dernière page où elle m'appelait sa fille courageuse. J'ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire mon livre, La fille invisible, dédié à elle. Mon inhalateur est dans le tiroir, inutilisé. Je ne suffoque plus. On a essayé de m'effacer pendant 19 ans, mais aujourd'hui, j'utilise ma voix pour dire aux autres, vous n'êtes pas invisible, votre histoire compte.